le chronogramme établi par la CENI, conditions d'exercice de leur droit de vote. Face aux multiples enjeux qu'occasionne le processus électoral en cours, j'ai instruit le gouvernement à accompagner la Commission électorale nationale indépendante et à ne ménager aucun effort relatif à la mise à sa disposition des ressources nécessaires à la réussite de ces opérations. À ce propos, je suis fier de confirmer que le gouvernement congolais, tout en restant ouvert à l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, finance à 100% le budget du cycle électoral Je disais donc que je suis fier de confirmer que le gouvernement congolais, tout en restant ouvert à l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, finance à 100% le budget du cycle électoral en cours, suivant le plan de décaissement convenu avec la CENI. Je lance un appel solennel à tout notre peuple et à toutes les parties prenantes pour s'impliquer de manière active, positive et constructive dans ce processus électoral. Honorables députés et sénateurs, mes très chers compatriotes, les élections voulues de tous ne peuvent se tenir aisément que dans un climat de paix sociale et de pacification des esprits. Or, on constate depuis peu l'apparition de conflits intercommunautaires dans certaines de nos provinces. Après la province du Haut-Katanga où la cohabitation entre communautés katangaises et kassaïennes posait problème, le Mai-Ndombe est à ce jour en proie à une vive tension entre les communautés Téké et Yaka. Les violences qui en découlent ne sont plus circonscrites dans le seul territoire de Kwamut. Elles s'étendent vers d'autres zones des provinces du Kwilu, du Kwango ou même dans la périphérie de Kinshasa où sont installés des membres des deux communautés Yaka et Téké. Dans les provinces du Haut et du Bas-Ouélé, la migration pastorale des Mbororo constitue un autre facteur de crise et de perturbation sociale allant jusqu'à laisser courir le risque d'une éventuelle implosion. Le Congo central n'est pas non plus en reste. Les habitants de tout un village ont été déguerpis de leurs terres à la suite d'un conflit foncier. Au Kasaï oriental, différents conflits de pouvoirs coutumiers sont signalés. C'est le cas notamment du conflit opposant les groupements des Bakwaboa et de Benakabindi, secteur de Nsangu, en territoire de Katanda. Lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 14 octobre 2022, j'avais rappelé mon intransigeance quant au phénomène des conflits communautaires, quelle qu'en soit la nature et l'origine. Pour ce faire, j'avais enjoint tous les gouverneurs de province à activer les mécanismes de veille et de prévention des conflits communautaires afin de prévenir et de favoriser la cohésion provinciale, facteur indispensable à la bonne tenue des élections. Je rappelais également la nécessité de veiller à ce que les décisions de justice intervenant dans le cadre de ces conflits puissent réellement être motivées selon les sources du droit reconnues par notre Constitution et ne souffrir d'interférences et d'interprétations subjectives au risque de désacraliser l'autorité de l'État
de consacrer l'impunité et de concourir à l'insécurité de nos compatriotes. Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, la justice, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, élève une nation, dit-on. Elle demeure la meilleure garantie de l'état de droit en ce qu'elle concrétise l'idéal de rendre à chacun ce qui lui est dû et exprime l'idée de l'égalité de tous devant la loi. Au registre de la gouvernance judiciaire, le diagnostic global que j'établissais lors de mon dernier discours sur l'état de la nation révélait essentiellement 5 défis majeurs auxquels s'affronte mon engagement à améliorer la bonne administration de la justice. Il s'agit d'abord d'une couverture judiciaire insuffisante du territoire national et des effectifs insuffisants, mal déployés, largement en deçà des besoins, ce qui constitue une entrave au droit d'accès à la justice pour nos concitoyens. Ensuite, l'insuffisance ou la modicité des moyens alloués à l'administration de la justice, tant pour le traitement des magistrats que pour leur fonctionnement. Il y a aussi le problème criant des infrastructures et équipements judiciaires et pénitentiaires, affectant tant l'environnement dans lequel le droit est dit que les conditions carcérales des personnes détenues ou condamnées. Et enfin, la qualité des décisions de justice, le comportement des acteurs judiciaires, l'absence de sanctions et le non-respect des mécanismes légaux dans le choix des magistrats à promouvoir. Pour y remédier, je me suis engagé à apporter des réponses idoines à titre de thérapie à ces maux qui rongent la gouvernance de notre justice. 5000 magistrats ont été recrutés et seront affectés au cours des exercices budgétaires de 2023 et 2024 en raison de 2500 chaque année. À ceci s'ajoute la réhabilitation de près de 300 magistrats injustement révoqués. Cette seule action aura pour effet de tripler les effectifs actuels des magistrats et permettre ainsi une couverture suffisante de la cartographie judiciaire. Il est donc important que le Conseil supérieur de la magistrature veille à une répartition équilibrée lors des affectations des magistrats, en évitant la politique actuelle visant à concentrer certains magistrats dans les ressorts des villes au détriment des milieux ruraux. C'est aussi une question de justice. C'est aussi une question de justice et d'équité dans la gestion de la carrière. En outre, un accent particulier doit être mis sur les conditions de travail, dont les rémunérations des magistrats, afin de réussir cette réforme. J'invite donc l'Assemblée nationale et le Sénat à y veiller dans le cadre du vote de la loi des finances. Dans le même ordre d'idées, la formation continue et la spécialisation des magistrats devraient être encouragées et soutenues afin de doter notre justice d'acteurs outillés. Pour ce qui est de l'environnement judiciaire et pénitentiaire, j'invite le gouvernement, dans le cadre du budget d'investissement, à travailler pour doter les institutions judiciaires et pénitentiaires des infrastructures appropriées. J'encourage aussi le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature de travailler à mobiliser les partenariats publics-privés en vue de doter le pouvoir judiciaire d'infrastructures adéquates. Je note avec satisfaction que le Conseil d'État expérimente déjà ce mécanisme pour la construction du palais de justice devant abriter les juridictions de l'ordre administratif de Kinshasa. J'encourage le Premier ministre à faire aboutir les discussions en cours au regard des conclusions de la commission qu'il a mise en place et à conduire ce processus à sa maturité en prenant en compte les derniers éléments de l'évolution du dossier. Mon cabinet y apportera son concours afin que, dans un bref délai,
les ministères concernés par ces discussions formalisent ce partenariat. Quant à la qualité des décisions de justice, cause de l'érosion et de la confiance entre la justice et notre peuple, j'insiste d'une part sur le renforcement de la sanction contre les magistrats véreux qui n'ont ni vocation ni conviction pour l'idéal de la justice. Je disais donc, quant à la qualité des sanctions des décisions de justice, cause de l'érosion de la confiance entre la justice et notre peuple, j'insiste d'une part sur le renforcement de la sanction contre les magistrats véreux qui n'ont ni vocation ni conviction pour l'idéal de la justice et d'autre part sur l'observance rigoureuse des critères légaux dans le choix des animateurs de la justice. Comme j'avais dit autrefois, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Une fois encore et comme toujours, le Conseil supérieur de la magistrature est mis face à ses responsabilités devant la nation. Avec les avancées significatives dans la mise en œuvre du processus de justice transitionnelle en République démocratique du Congo, j'encourage le Parlement à finaliser le processus du vote de la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ceci afin d'offrir à notre pays un cadre juridique historique qui, pour une fois, s'intéresse à la situation des victimes et non des bourreaux et partant, stop avec le cycle de violence et d'impunité souvent décrié. Cette initiative portée par la Première Dame, que je félicite, cette initiative portée par la Première Dame, que je félicite en passant, est issue des conclusions de la table ronde tenue en 2021. Dans le même ordre d'idées, et à la suite de ce processus législatif attendu, le gouvernement est appelé à accompagner la mise en œuvre du cadre institutionnel y afférent. Il va sans dire que le concours des experts de la commission interinstitutionnelle mise en place par mon cabinet et ayant contribué aux travaux techniques sera nécessaire pour cet accompagnement. Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, s'agissant de l'administration publique, j'avais fait de son rajeunissement une des priorités de mon mandat pour plus d'efficacité. C'est ainsi que le gouvernement a engagé une série de réformes visant à améliorer les conditions de travail et de gestion de la carrière des agents et fonctionnaires de l'État. Un dispositif graduel de mise à la retraite combiné à la promotion des nouveaux cadres et agents a été mis en place pour répondre au vieillissement prononcé du personnel, aux problèmes des fictifs et au cumul des fonctions. Ainsi, la mise à la retraite de 10 000 fonctionnaires de l'État est en cours et 5 000 agents sont en processus de recrutement. Aussi, dans un élan humaniste et suivant ma vision de l'état de droit, j'ai signé en juillet dernier une série d'ordonnances portant réhabilitation de centaines de fonctionnaires révoqués ou retraités en 2009 et 2010 en violation de la loi,
ce qui donnait l'impression d'un règlement de compte. L'état de droit que nous voulons tous et appelons de tous nos vœux ne saurait s'accommoder avec de telles pratiques. Le gouvernement a déjà mobilisé des fonds nécessaires pour couvrir cette réforme. Plusieurs autres mesures ont été prises, notamment le recensement général des mécanisations progressives et la régularisation statutaire des agents et fonctionnaires de l'État. Ceci permettra de maîtriser la masse salariale à moyen terme. Enfin, je ne peux passer sous silence cette dernière mesure appelée à soulager les pensionnés de l'État. Il s'agit de l'extension de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État aux provinces et à l'ensemble des retraités qui, hier, en étaient exclus. Honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, l'année 2022 qui s'achève a été particulière sur le plan diplomatique. Par sa position géostratégique, sa biodiversité, ses ressources naturelles, notamment hydrauliques et minières, au cœur de l'Afrique, notre pays se doit de jouer un rôle majeur dans la marche du monde en général et dans celle de l'Afrique en particulier. Pour relever ce défi, plusieurs actions visant à régénérer notre politique extérieure et à restaurer notre leadership naturel ont été menées. La 12e conférence diplomatique tenue à Kinshasa en février de cette année a été l'occasion de donner corps à ma vision du leadership de la République démocratique du Congo. Elle a permis non seulement de repenser les axes prioritaires de notre diplomatie, mais aussi de projeter l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos missions diplomatiques. Le gouvernement a consenti des efforts pour redorer l'image de marque de notre diplomatie. Il s'agit notamment de l'apurement de nombreuses dettes cumulées depuis plusieurs années par nos ambassades et consulats, ainsi que de la rémunération du personnel diplomatique. Pour revenir aux actions et autres événements clés qui ont jalonné cette année, notre pays a reçu la visite officielle de Sa Majesté Philippe, le roi des Belges. Cette visite a raffermi les relations d'amitié historiques existant entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Toujours dans le cadre de l'amélioration des relations belgo-congolaises, il va de soi de rappeler la restitution à notre pays de la dépouille mortelle du premier ministre du Congo, j'ai cité Patrice Emery Lumumba. Ceci a permis à sa famille biologique et à la nation tout entière de lever ce long et interminable deuil qu'elle portait, suivant nos coutumes bantoues. En marge de ses obsèques, la République a honoré 2 de ses compagnons d'infortune, à savoir Maurice Mpolo et Joseph Okito, en les admettant dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. C'est dans ce même contexte que le roi Philippe a procédé à la restitution du masque Kakungu, initiant ainsi un processus de restitution complète des autres objets d'art du patrimoine congolais exposés au musée de Tervuren en Belgique. Dans la même dynamique, la visite officielle du souverain pontife, le pape François, initialement prévue pour cette année, reste d'actualité. Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, chers compatriotes, toujours sur le plan diplomatique, je vous rappelle que c'est avec honneur et fierté que la République démocratique du Congo a eu à exercer, à travers ma personne,
de février 2021 à février 2022, la présidence de l'Union africaine. Les actions marquantes de cette mandature sont notamment la mise en œuvre de l'accord sur la zone libre-échange continentale, je disais donc que la présidence de l'Union africaine avait été exercée de février 2021 à février 2022 et les actions marquantes de cette mandature sont notamment la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf en sigle, ainsi que l'organisation à Kinshasa de la première conférence sur la masculinité positive ayant débouché sur la déclaration de Kinshasa, à l'issue de laquelle mes pairs de l'Union africaine m'ont fait l'honneur de me désigner champion de la masculinité positive. Dans le même registre, d'autres responsabilités nous ont été confiées, comme l'exercice de la présidence de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, ou encore l'exercice de la présidence de la Communauté de développement d'Afrique australe, la SADC en sigle. Il convient également de rappeler la conclusion et la signature au cours de cette année de plusieurs accords d'intérêt économique. À l'ordre de ceux-ci, nous pouvons citer l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Communauté d'Afrique de l'Est. Il en est de même des efforts fournis par notre pays, notamment à travers sa participation au Forum multilatéral de la TICAD 7, tenu à Tunis, dont le thème central convergeait vers le développement et la croissance économique. Toujours dans ce chapitre de la coopération, notre pays se voit doté d'un atout économique important grâce à la tenue à Kinshasa du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, sommet qui, au passage, a été une grande réussite et au cours duquel plusieurs décisions ont été prises, dont la plus importante pour la République démocratique du Congo et celle qui, en général, devra permettre à la communauté sous-régionale de booster son industrialisation. Dans le même ordre d'idées, je tiens à signaler la bonne coopération jusqu'ici entretenue par notre pays avec tous ses partenaires internationaux dans le cadre de la lutte commune menée contre les effets néfastes du changement climatique, notamment à travers le mécanisme compensatoire. Après la 26e conférence sur les changements climatiques tenue à Glasgow l'année dernière, la République démocratique du Congo a eu l'honneur d'être retenue pour organiser, en collaboration avec la République arabe d'Égypte et en partenariat avec les États du bassin du Congo, les travaux préparatoires de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, appelée Pré-COP 27. L'organisation de celle-ci a été l'opportunité pour notre pays d'affirmer son leadership, tant au plan africain qu'au plan mondial, notamment dans le domaine de la gestion des eaux, des forêts et de la biodiversité. Ces assises de haut niveau ont connu la participation de plus de 60 pays, des représentants des groupes de négociation, du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi que des représentants de la société civile. À l'issue de la pré-COP 27, le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo avaient décidé de mutualiser leur stratégie face aux enjeux nombreux sur le climat, dans la mesure où les trois ont des intérêts communs dans le cadre du débat sur le changement climatique. Ce rapprochement a abouti à la signature d'un accord entre ces trois pays. Notre pays avait également, en amont, organisé début septembre 2022 à Yangambi
lieu hautement symbolique en ce qu'il constitue un des réservoirs des tourbières, une conférence scientifique internationale qui a été un moment de réflexion et de partage sur la thématique contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique. C'est ici qu'il convient de souligner la participation efficace de la République démocratique du Congo à la COP27 tenue en République arabe d'Égypte. Ces assises ont eu pour mérite de démontrer, d'une part, que la République démocratique du Congo est un pays solution pour sauver notre planète, et d'autre part, l'adéquation entre l'impératif de la préservation de l'environnement et la question sécuritaire. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, que dirions-nous de notre économie en 2022? Elle se porte de mieux en mieux. Vous vous souviendrez que les indicateurs économiques affichaient déjà l'an passé une reprise de la croissance après la pandémie de Covid-19 qui avait conduit à un ralentissement de l'activité économique. Le point sur la situation économique et sociale mettait néanmoins en évidence des avancées significatives plaçant notre pays sur l'orbite de la croissance. Aujourd'hui encore, nous apprécions la consolidation de cette croissance économique avec un taux d'augmentation de richesse de 6,1% malgré une situation économique mondiale morose caractérisée par la guerre en Ukraine. Notre économie affiche une résilience face aux chocs exogènes liés notamment au conflit russo-ukrainien. En effet, la flambée de prix observée dans plusieurs pays, conséquence de ce conflit, a su être maîtrisée chez nous par des mesures stratégiques sans lesquelles le prix du carburant à la pompe coûterait le triple du prix actuel. Le gouvernement de la République a donc su éviter à notre peuple l'asphyxie. Au rang des différentes mesures stratégiques préconisées se trouve entre autres la constitution d'un stock considérable des produits pétroliers et la dotation pour la société Sonaïdoc d'une ligne de crédit lui permettant d'améliorer ses capacités de stockage. Dans la perspective d'assurer une indépendance énergétique, anticipant d'éventuels chocs exogènes liés à des prix internationaux du carburant, plusieurs initiatives ont été lancées pendant cette année 2022 dans le secteur des hydrocarbures, dont la certification des réserves pétrolières et gazières qui a donné lieu au lancement des appels d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Cette initiative rentre dans ma vision d'établir des chaînes de valeur productives à l'échelle nationale pour enfin permettre à la population d'apprécier les effets de la croissance jusqu'ici peu palpables. La mise en valeur des blocs pétroliers permettra une transformation locale des produits pétroliers par la construction des usines de transformation telles que les raffineries et les usines pétrochimiques, ce qui augmentera inévitablement la production pétrolière en République démocratique du Congo et réduira sa dépendance aux produits importés. L'exploitation des blocs gaziers fera de notre pays un producteur de gaz méthane avec un potentiel de 66 milliards de monomètres cubes de gaz. Un projet susceptible d'augmenter sensiblement l'offre énergétique de la sous-région et représentant une opportunité d'emploi considérable. Abordant justement cette question d'énergie, il me revient de faire également le point sur l'offre d'électricité qui constitue une priorité de mon quinquennat de par sa contribution au plan d'industrialisation que nous avons lancé pour la République démocratique du Congo.
Une augmentation de la desserte en électricité dans la partie est de la ville de Kinshasa a été rendue possible avec la construction du poste de Kimbanseke, offrant la possibilité à 2 millions d'habitants de bénéficier de l'électricité. Pour la partie nord-ouest, les travaux de construction du poste de Kinsuka sont en cours. L'état d'avancement est estimé à 70%. Ce poste, raccordé aux lignes de transport de Zongo 2, pourrait à terme alimenter 4 millions de foyers quinois. En milieu rural, les travaux de construction des lignes de transport pour le barrage de Kakobola dans la province du Kwilu sont terminés. Le projet est désormais dans sa phase de distribution et permettra d'alimenter les villes de Gungu, Idiofa, Kikwit et Bandundu-Ville d'ici le mois de septembre 2023. Par ailleurs, avec la mise en place de l'ANSER, Agence nationale d'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain, et son déploiement progressif à travers le pays, plus de 30 000 ménages pourront accéder à l'électricité à travers le fonds Mwinda. Ce fonds, dont la première dotation provient de moi-même, permet de drainer d'importants financements du secteur tant public que privé et d'inciter les entreprises privées à s'implanter dans les zones rurales et périurbaines. Aujourd'hui, 49 territoires ont pu bénéficier de ces investissements. La perspective est d'atteindre les 145 territoires en 2023. En plus du fonds Mwinda et en prélude du déploiement de mini et microcentrales dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo, le gouvernement, à travers l'ANSER, a expérimenté son approche de l'électrification rurale et périurbaine. À ce jour, plus de 20 projets sont répartis dans les provinces formant le Grand Bandundu, le Grand Kasaï, le Grand Équateur, ainsi que la Grande Orientale, au bénéfice de plus de 500 000 personnes. Les travaux de répartition et de réhabilitation des centrales de Nzilo et de Nseke dans la province du Lualaba sont en cours. Les travaux d'avancement à ce stade, le taux d'avancement à ce stade est estimé à 80%. Mwadigusha, dans le Haut-Katanga, tourne déjà à plein régime. La centrale de Boussanga, quant à elle, avec sa capacité de 240 MW, est déjà opérationnelle. Sa mise en service permet de répondre efficacement aux besoins des miniers. Son déploiement vers les populations environnantes ne relève plus que de formalités administratives. Ici, je voudrais également annoncer la mise en valeur prochaine du gaz torché de Perenco dans le mix énergétique au Congo central. Le même effort d'amélioration du taux de desserte en électricité a été consenti dans le secteur de l'eau. La partie sud-est de Kinshasa a bénéficié du projet de construction de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu de 200 000 mètres cubes par jour, dont la première phase de 35 000 mètres cubes par jour que j'ai inaugurée le 23 août dernier permet déjà d'alimenter en eau potable environ 600 000 habitants de 11 quartiers de la commune de Kimbanseke et de 3 quartiers de Njili. Incessamment, les parties centre et ouest de Kinshasa vont bénéficier, dans le cadre du projet de construction de l'usine de traitement d'eau de Binza Ozone, de 330 000 mètres cubes par jour, dont le premier module de 110 000 mètres cubes jour
est déjà en phase d'essai de fonctionnement en attendant son inauguration prévue en janvier 2023 pour impacter environ 1 800 000 personnes. Les travaux de réhabilitation des ouvrages et équipements de captage d'eau et de l'usine de traitement d'eau de Ndjili pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de près de 5 millions d'habitants de la ville de Kinshasa sont exécutés à 93%. En vue de l'augmentation du taux de desserte en eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi, les travaux relatifs au repompage de Bakwakapanga pour une production de 40 000 m3 jour sont exécutés à 95%, tandis que ceux rattachés au captage de Lukelenge sont réalisés à 30%. Ce projet est appelé à alimenter environ 1 million d'habitants de la ville de Mbuji-Mayi. Plusieurs autres projets sont en cours pour améliorer la desserte en eau potable à Uvira, Bunya, Buta, Isiro, Kalemi, Kananga, Ndemba, Lubutu, Ilebo, Likasi, Kikwit et Kenge. Tous ces efforts mobilisation des ressources tant internes qu'externes. Ça commence dans la mobilisation des recettes publiques. Le troisième trimestre s'achève avec une performance significative en termes de recettes qui a permis l'augmentation des dépenses d'investissement sur fonds propres de l'ordre de 0,2% du PIB, soit près de 20% de réalisation de l'année. Cette performance est le fruit de la mise en œuvre du pacte de stabilité et la Banque centrale du Congo, entamé depuis 2020, en vue d'une bonne coordination de la politique budgétaire et monétaire. Malgré les tensions inflationnistes observées au niveau du marché des biens et services, du fait que l'économie congolaise soit frappée par une inflation largement importée, notamment via les prix internationaux des produits alimentaires et des carburants, le franc congolais américain est resté globalement stable. Le franc congolais s'est seulement déprécié de 0,6% en 2022, de la confiance de notre économie face au choc. Il se souhaite de maintenir ce pacte de stabilité entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo a rendu possible le rapatriement de 60% des recettes minières conformément au code minier tel que révisé en 2018. Grâce aux achats de devises de la Banque centrale du Congo, lorsque les conditions le permettaient, les réserves internationales brutes de la Banque centrale ont augmenté pour atteindre 4,1 milliards de dollars à la fin du mois de septembre 2022, équivalent à 2,1 mois d'importation, un niveau que notre pays n'avait jamais atteint auparavant. À ce sujet, notre programme avec le Fonds monétaire international témoigne de notre bonne volonté à œuvrer pour une bonne gouvernance. Ce programme a 6 revues. Nous avons à ce jour respecté les critères quantitatifs conduisant ainsi à la satisfaction des 2 premières revues. En ce qui concerne la transparence et l'efficacité de la commande publique, j'ai lancé officiellement, en date du 29 août 2022,
l'initiative de l'informatisation des procédures de gestion des marchés publics à travers le système intégré de gestion des marchés publics, le SIGMAP en sigle. Cette initiative, qui sera pleinement opérationnelle au 1er janvier 2023, vise à couvrir progressivement toutes les entités publiques pour la bonne gestion de la commande publique. Son efficacité est déjà expérimentée au niveau de l'ARMP, la DGCMP et de certaines cellules de gestion des projets et des marchés publics. La mise en œuvre du logiciel ISIS Régie a été poursuivie dans l'objectif d'interconnecter les régies financières DGI, DGDA, DGRAD et la Logirad pour l'interconnectivité entre la DGRAD et les services d'assiette. À propos de l'amélioration de la gouvernance et de la transparence, qu'il me soit permis de relever l'engagement de mon pays à implémenter la norme ITA, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cette action a permis de réaliser des progrès significatifs dans ce secteur, progrès qui nous a valu d'être couronnés cette année par le score général élevé de 85,5 points dans la mise en œuvre de la norme ITA 2019. Le conseil d'administration de l'ITA, bien qu'ayant noté et félicité les avancées réalisées par mon pays sur la question de la transparence et de la gouvernance, a encouragé le gouvernement et le groupe multipartite à se pencher sur la mise en place d'un ensemble de mesures correctives et de recommandations stratégiques qui seront évaluées au cours de la prochaine validation qui débutera le 1er janvier 2025. C'est dire qu'il reste encore du chemin à parcourir. Néanmoins, je dois vous confirmer que notre regard est vers l'avant. Nous avons publié les contrats négociés entre la République et les tiers, notamment l'accord avec le groupe Ventura de Dan Gettler, ce qui nous a permis de récupérer les actifs miniers et pétroliers significatifs évalués à plus de 2 milliards de dollars américains. Nous continuerons à publier tous les nouveaux contrats en conformité avec les dispositions du Code minier et les exigences de la norme ITA, y compris les contrats renégociés. En vue de l'amélioration du climat des affaires, le gouvernement a poursuivi l'élan des réformes sectorielles visant à assainir de façon continue l'environnement économique du pays. Pour plus de performances dans ce secteur, un tableau numérique d'évaluation des réformes climat des affaires a été mis en place et permet en temps réel de réaliser l'état de mise en œuvre des assignations et réformes arrêtées dans la feuille de route. Aussi, en vue de renforcer le dialogue public-privé et d'effectuer une meilleure orientation des réformes compatibles avec les préoccupations réelles des opérateurs économiques, j'ai initié un baromètre national sur le climat des affaires dont le premier rapport est attendu au premier trimestre de l'année 2023. En ce qui concerne la lutte contre la corruption et les crimes économiques, je me suis engagé depuis mon investiture à renforcer en amont les mécanismes de vérification, de contrôle et de surveillance dans les secteurs enclins à la corruption, avec le concours accru de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et de la CNRF. Une task force de lutte contre la corruption est en cours d'implémentation par l'APLC, l'IGF et la CNRF en vue de créer une synergie dans la réalisation de cette mission commune. Des efforts doivent être fournis pour faire aboutir le processus d'adoption de la loi sur le blanchiment des capitaux
et financement du terrorisme, sans oublier l'étude nationale des risques de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Tenant compte de notre potentiel et du rôle que nous pouvons jouer dans la transition énergétique avec nos minerais stratégiques que sont le cobalt, le cuivre, le lithium, le manganèse, le nickel et le graphite, cette année 2022 a été l'occasion d'affirmer notre positionnement sur la chaîne de valeur des industries extractives avec la signature d'un accord de coopération avec la République de Zambie relatif à la mise en place d'une chaîne de valeur dans le secteur des batteries électriques et des énergies propres. Dans les prochains jours, il sera mis en place le Conseil de la batterie, une structure technique censée suivre et évaluer la matérialisation de nos engagements mutuels dans le cadre de l'exécution de ce projet ambitieux de la chaîne de valeur compétitive des batteries électriques en République démocratique du Congo. Il a été doté d'un lotissement important d'une superficie de 2000 hectares dénommée Zone économique spéciale dans le territoire de Kipushi pour abriter les entreprises à sélectionner dans le cadre du projet relatif à la construction des composantes des batteries électriques. Comme je vous l'avais promis, des réalisations à plusieurs niveaux deviennent de plus en plus visibles. C'est le cas de la construction du port en eau profonde de Banana, toutes les mesures suspensives étant levées. J'ai eu l'occasion de visiter le site le jeudi dernier et de constater l'évolution des travaux. La réhabilitation et la modernisation du tronçon Kinshasa-Matadi-Boma-Mwanda, l'élargissement de la voie urbaine de Kolwezi, la modernisation du tronçon Lubumbashi-Kasumbalesa, Lubumbashi-Likasi, Likasi-Pont-Lualaba, les travaux de prolongement de la piste de Kalemi, etc. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, dans ma profonde conviction et ma ferme volonté politique de vaincre la pauvreté, celle longtemps créée et entretenue dans notre pays, comme tant d'autres, je me demande comment la République démocratique du Congo, gracieusement nantie dans la diversité de ses richesses, pouvait se retrouver à la tête du peloton des pays pauvres. C'est dans cet ordre d'idées, disais-je, que j'ai initié le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle, qui vise à réduire dans notre pays les inégalités spatiales, à redynamiser les économies locales et à améliorer les conditions et le cadre de vie de nos concitoyens. Le coût total de ce programme, réparti sur 3 exercices budgétaires, est estimé à 1,6 milliard de dollars américains à financer sur ressources propres de la République démocratique du Congo, mais aussi avec l'accompagnement de nos partenaires de développement. À ce jour, le gouvernement de la République a déjà mobilisé 773 millions de dollars de l'enveloppe globale. Ce programme se décline en 3 principales composantes stratégiques qui visent premièrement l'amélioration de l'accès des populations des territoires ruraux aux services socio-économiques de base tels que les centres de santé, les écoles, les bâtiments administratifs, les routes de dessertes agricoles,
l'accès à l'eau et à l'électricité. Deuxièmement, la promotion du développement des économies rurales et des chaînes de valeur dans le secteur de l'agriculture. Troisièmement, le renforcement de la capacité de gestion en vue du développement local. Je voulais aussi vous informer que le dit programme est entré dans sa phase d'exécution depuis la signature des protocoles d'accord entre le gouvernement de la République et les 3 agences d'exécution, à savoir le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le Bureau central d'exécution et de coordination, le BCECO, et la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Celles-ci sont déjà à pied d'œuvre. À ce jour, le PDL 145T a déjà démarré par le lancement des activités relatives à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement de 2143 ouvrages composés de 1210 écoles, de 788 centres de santé et de 145 bâtiments administratifs. Ce premier volet de travaux vise prioritairement à développer les infrastructures sociales de base et à restaurer l'autorité de l'État par l'érection d'un bâtiment administratif au chef-lieu de chaque territoire. Pour ce volet évalué à 511 millions de dollars américains, représentant 31% du coût total du programme, le financement a été intégralement libéré et les travaux évoluent progressivement dans nos différents territoires. Le gouvernement a également transféré aux agences d'exécution une enveloppe de 12 millions de dollars américains pour la réalisation des études de faisabilité dans la réhabilitation subséquente des routes de desserte agricole. Aussitôt ces études finalisées, il mettra à la disposition des agences 250 millions de dollars américains pour couvrir l'entretien et la réhabilitation de 38 000 km de routes de desserte agricole. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, en ces temps de crise céréalière qui frappe le monde du fait de la guerre russo-ukrainienne, le pain à base de manioc produit sur notre territoire national pourra nourrir nos populations. C'est là un exemple concret de la revanche du sol sur le sous-sol que j'ai toujours préconisé, et ce, dans le cadre de l'agenda de transformation agricole du Congo-Kinshasa, ATA-RDC, soutenu par l'Institut international d'agriculture tropicale, l'IITA. Par ailleurs, en dehors des stratégies et des politiques sectorielles définies à l'issue des assises des États généraux de l'agriculture, le plan national d'industrialisation récemment validé par le gouvernement de la République prend en compte la problématique de la diversification de l'économie par le développement des chaînes de valeur des filières agricoles à travers les bassins de production. Plusieurs modèles agroéconomiques sont développés actuellement en cours. On peut citer notamment le Programme national de développement agricole, PNDA, le Programme volontaire agricole, PVA, la plateforme agro-industrielle de Lukula, PAIL, et le projet d'appui à la relance et la réhabilitation du secteur agricole, PARRSA. Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, dès 2050, la République démocratique du Congo pourra atteindre le chiffre de 200 millions d'habitants et 30 millions rien que pour l'agglomération de Kinshasa. Devant une telle situation, l'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à ce jour réelle et d'une importance cruciale.
bien que consacrée dans la Constitution de notre pays à l'article 43, alinéa 5, la gratuité de l'enseignement primaire n'avait jamais été effective. Dès mon accession au pouvoir en janvier 2019, j'ai fait de la gratuité de l'enseignement primaire une politique phare devenue opérationnelle à partir de septembre 2019. Cet investissement ambitieux dans le capital humain de mon pays coûte bien plus d'1 milliard de dollars par an. Le gouvernement a augmenté le budget alloué à l'éducation de 9,1% en 2021 à 2022 et de 23,9% de 2022 à 2023. Plus concrètement, les réalisations suivantes témoignent que le leadership et les initiatives politiques audacieuses qui ont un impact tangible sur le capital humain sont possibles en République démocratique du Congo. De 23 150 nouvelles écoles de plus sur 41 739 écoles publiques avant la gratuité, soit un accroissement de 55%. Désormais, 64 889 écoles publiques bénéficient des frais de fonctionnement. La prise en charge à ce jour par le Trésor public, avec les efforts propres du gouvernement, de 226 220 enseignants, nouvelles unités, aussi bien du niveau maternel, primaire que secondaire, sans oublier le personnel des bureaux gestionnaires, soit un accroissement des effectifs payés de 65%. Les effectifs des enseignants payés sont passés de 410 254 à 676 454. L'augmentation de l'enveloppe mensuelle de rémunération qui passe de 148 milliards de francs congolais à 224 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 51,7%. La rémunération mensuelle d'un enseignant passe de 159 662,67 francs congolais à 367 023 francs congolais, soit une augmentation de 100%. Les effectifs des élèves sont passés de 16 809 413 en 2018 à 22 282 278 en 2022, soit une augmentation de plus de 5 millions d'enfants, ce qui prouve que la mise en œuvre de la gratuité a bien démarré. L'augmentation des frais de fonctionnement, passant à titre illustratif de 45 000 francs congolais par mois à 2 405 000 francs congolais le mois pour les écoles dites de prestige, soit une progression de 5 344%, et de 45 000 le mois à 200 000 francs congolais pour les autres écoles, soit une évolution de 344 000 en 9. « 39 487 écoles et bureaux gestionnaires ont bénéficié du réajustement des frais de fonctionnement. L'allocation de la prime de gratuité et la prime de bourse aux enseignants des villes et des territoires. La mécanisation de 68 185 nouvelles unités prévues en 2023 est en cours de réalisation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, distingués invités, mes très chers compatriotes,
Une gouvernance améliorée de la santé publique est un des éléments essentiels pour réaliser le rêve d'un système de santé efficace et efficient. Malgré quelques améliorations, les prestations de soins et de services de santé connaissent les problèmes récurrents, à savoir une faible couverture sanitaire, une faible qualité de soins et de services offerts, une faible résilience des structures de santé face aux urgences humanitaires, une faible utilisation des soins et services disponibles et une faible recevabilité publique des services de santé. On retiendra en outre que 124 zones de santé sur 516, soit 24%, ne disposent pas d'un hôpital général de référence. Le secteur de la santé connaît un déficit en infrastructures et équipements répondant aux normes de construction. Sur les 8504 aires de santé planifiées en République démocratique du Congo, 238, soit près de 28%, ne disposent pas d'un centre de santé et sur 8266 centres de santé répertoriés, seuls 1006 sont construits en matériaux durables, soit 12%. C'est compte tenu de ces impératifs d'amélioration de notre système de santé que j'ai fait de la couverture santé universelle un engagement phare de mon mandat. L'opérationnalisation est effective depuis janvier 2022. Elle se caractérise par les réalisations suivantes: la création de 5 organes de facilitation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, le parachèvement de la modernisation et la mise en service de l'hôpital général de référence de Lubumbashi, ex-Sendwe, la modernisation de l'hôpital militaire du Kantiati, la dotation de 3089 formations sanitaires en médicaments de base et intrants de planification familiale, la nomination de plus de 1650 médecins afin de se conformer à leur statut particulier et partant régulariser leur situation administrative arriérée de plus de 2 décennies. Plusieurs autres réalisations sont en cours et seront effectives en 2023, notamment la modernisation, la reconstruction et l'extension de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, l'ex-Mama Yemo, la construction et l'équipement de 10 nouveaux bâtiments de l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimaï, la construction et l'équipement de 7 nouveaux bâtiments de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste de Kansele à Mbujimaï. Par ailleurs, il est impératif d'étendre et de consolider le programme de gratuité ciblé des soins prénatals, des accouchements, des soins postnatals et néonatals dans les établissements de soins de santé de la ville de Kinshasa où 9 zones de santé appliquent déjà la gratuité des accouchements, ainsi que dans 11 autres provinces, à savoir le Kwilu, le Maïndombe, le Kwango, le Sud-Ubangi, la Mongala, la Chouapa, le Maniema, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Nord Kivu. L'objectif assigné au gouvernement est de couvrir progressivement l'ensemble des zones de santé de ces provinces et d'étendre cette approche à l'ensemble du territoire national. Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, s'agissant de la participation de la femme au sein des instances de décision de notre pays, je peux aisément affirmer qu'elle s'est considérablement améliorée au regard des statistiques. Pour la première fois, une femme a été nommée gouverneure de la Banque centrale du Congo. Et une autre a été promue au grade de premier président du Conseil d'État
et à ce titre membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. De manière spécifique, je voudrais m'attarder sur l'apport de la femme rurale dans le développement de notre pays. En effet, celle-ci représente 70% de la force du travail agricole. Fidèle à mon engagement de soutenir l'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat féminin, fidèle à mon engagement de soutenir l'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat féminin, je n'ai pas hésité à encourager la femme maraîchère qui, par son travail, est à même de contribuer à la production agricole ainsi qu'à la transformation locale. Raison pour laquelle je soutiens l'initiative Wenze Yasamdi. En effet, j'ai été agréablement surpris de constater le dynamisme des femmes qui y vendent des produits agricoles, d'élevage et de transformation. À la jeunesse de mon pays, qui porte haut l'étendard de notre chère nation, pour d'aucuns au prix du sacrifice suprême, je réitère mon engagement, exprimé lors de mon adresse à la jeunesse du 30 novembre dernier, de toujours associer à la gouvernance de notre pays et à la responsabiliser dans son processus de développement. Ainsi, dans le cadre de la formation professionnelle, le gouvernement s'est appliqué à la mise à niveau de l'offre de formation professionnelle, à la diversification et à la valorisation des métiers, ainsi qu'à la modernisation des méthodes pédagogiques et à la requalification de formations de courte durée permettant d'assurer l'employabilité des jeunes et de faciliter leur insertion dans le monde compétitif du marché de l'emploi. C'est ici l'occasion de saluer la mise en place d'un cadre légal dédié à la promotion de l'entrepreneuriat, des start-up et de l'artisanat à travers les ordonnances lois y relatives que j'ai promulguées en septembre de cette année. Au regard de la culture, je formule d'abord une pensée pieuse pour la mémoire de celles et de ceux qui nous ont quittés après nous avoir égayés de leur talent artistique, donnant le meilleur d'eux-mêmes. Ensuite, je salue une fois de plus l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. J'encourage le gouvernement à poursuivre sans relâche les travaux d'achèvement des infrastructures qui vont abriter les activités culturelles, à savoir le Centre artistique et culturel de l'Afrique centrale. Honorables députés nationaux et sénateurs, mes chers compatriotes, j'ai parlé de tout et de tout le monde, sauf de vous, honorables députés et sénateurs. Je disais donc que j'ai parlé de tout et de tout le monde
sauf de vous. Je vous félicite pour votre production législative remarquable, ayant permis Je vous félicite pour votre production législative remarquable, ayant permis de doter notre pays, au courant de l'année qui s'achève, de cadres normatifs essentiels à la marche de la nation, notamment la loi électorale, la sécurité sociale, l'entrepreneuriat des jeunes, la programmation militaire, la protection et promotion des droits des peuples autochtones, la protection des personnes vivantes avec handicap, ainsi que l'autorisation de ratification de certains traités importants. Je vous exhorte à plus d'engagement et d'assiduité au regard des défis collectifs qui nous attendent. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, il était quasi nécessaire que soit tracé pour votre meilleure gouverne ce long cheminement de notre pays tout au long de cette année, émaillé de plusieurs événements marquants, dont son agression sans équivoque par le Rwanda. Le gouvernement de la République a, malgré toutes ces contraintes, su maintenir le cap de la croissance avec de nombreuses réalisations, à l'instar de la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, qui a pour vocation de réduire les inégalités sociales et spatiales qui transcendent notre nation. Après avoir consacré de l'énergie à remettre les pendules à l'heure, nous pourrons alors espérer rendre palpable l'idéal de la justice sociale en partageant avec tous les enfants de notre beau pays les fruits de tant de labeur. L'année 2023 qui s'annonce est en elle-même porteuse de bien de choses qui se révéleront certainement très édifiantes pour notre pays. Il sera surtout question de colmater plusieurs brèches et d'incruster le cœur de tous à travers nos 26 provinces ce sens élevé du patriotisme et de l'amour de la nation pour consolider efficacement la grande œuvre de sa reconstruction. Je reste convaincu qu'en ce moment où certains paradigmes sont en train de changer fondamentalement dans la perception du monde, il sied de réunir toutes les intelligences de notre nation dans une cohésion réelle en vue d'une riposte appropriée à ce défi sécuritaire et enfin jeter les jalons d'un Congo émergent. Je ne pourrai terminer mon propos sans vous exhorter à concourir à l'éclosion d'un citoyen nouveau, vertueux et mu par l'excellence pour bâtir un Congo nouveau, digne et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, un discours on ne peut plus clair et éloquent, avec des mots précis, prononcés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.